Est-ce que les conférenciers, conférencières sont là? Mark Andrew est là? Parfait. Là, Mark Andrew, il est un peu dissipé. Là. Il est là, il est là. OK. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir. Là, j'ai appris quelque chose que depuis ma tendre enfance, je voulais comprendre. Et là, je viens de le savoir. C'est qu'il y a côté jardin et côté cour. Je ne sais toujours pas pourquoi au théâtre, on dit côté jardin, côté cour. Si jamais vous avez la réponse, vous pouvez m'écrire sur le chat. Et les conférenciers, en fait, il faut qu'ils utilisent le micro côté court. Côté court. Non, côté court, c'est à bâbord de moi. En fait, à bâbord, hein, pour ceux qui font de la voile, tribord, c'est à droite, bâbord, c'est à gauche. En fait, le micro, il est là. Mais je pense qu'il doit être allumé peut-être. Mark Andrew? Ça marche. Mark Andrew, si tu veux, tu peux prendre le lutrin qui est là-bas aussi. C'est as you wish. Oui? OK. Alors, on va commencer. On va y aller assez rondement. On a 3 conférences de 20 minutes. Les questions vont être après. Alors, d'abord, c'est Mark Andrew Stéphane qui va commencer. Alors, Mark Andrew est spécialiste en santé publique et en médecine préventive au CIS de Laval, qui a réalisé le premier bilan Scope 3 en 2022 avec SSE. Et puis, je ne ferai pas trop de préambule. Je vais laisser Mark Andrew. Oui, va pas mes scoops, là, Eric. 20 minutes top chrono, Mark Andrew. Et puis, allons-y. Bonjour, est-ce que tout le monde est de retour de la belle pause café? Oui, pas de pause cigarette ici, hein, s'il vous plaît. Donc, Mark Andrew Stéphane, je suis médecin spécialiste en santé publique au CIS de Laval, aussi en médecine préventive et médecine comportementale. Puis, j'ai l'honneur de vous présenter un peu pourquoi ça bouge à Laval. On est pas pour ceux qui ne connaissent pas Laval, c'est un gros banlieue où ça ne bouge pas beaucoup. On est pas mal sédentaires, on aime tous nos chars à Laval. Donc, c'était tout un défi au CIS de Laval de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur la mobilité durable. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un clicker ici. Parfait. Bon, ça c'est le dépôt avec le plus de texte. J'ai en masse de conflits d'intérêts. D'abord, je suis payé par la RAMQ pour être le conseil médical en développement durable dans la lutte au changement climatique à la direction de santé publique. Aussi, je suis un usager très fier des transports en commun, un cycliste urbain très délinquant, mais très prudent. J'ai pas d'enfants, mais je pense que l'amour que j'ai pour mes nièces et mes neveux font en sorte que ça biaise un peu mes travaux. J'ai investi quand même de l'argent. C'est pas juste des paroles que je fais quand j'ai un peu d'argent de mettre de côté. Je les investis dans des compagnies, des ETF qui respectent les critères ESG, donc pour les critères environnementaux, sociaux et de gestion. Je donne aussi plein d'argent à des groupes politiques et sociaux qui ont à cœur la lutte au changement climatique. Je suis aussi un propriétaire d'un terrain boisé en Mauricie. Je ne sais pas s'il y a du monde ici de la Mauricie. Oui! All right. Puis, membre de la Coalition québécoise des lacs incompatibles avec l'activité minière. Voilà. Donc, à la fin de cette activité, les participants seront en mesure de décrire ce qu'on fait à Laval. Donc, pour une petite mise en contexte, le CIS de Laval, c'est le plus grand employeur de l'île Jésus. 14 000 employés, 7 000 bénévoles, 700 médecins, dentistes et pharmaciens qui composent le CIS de Laval. On est 34 installations en date d'il y a 1 an. Depuis, il s'est ajouté 2 autres nouvelles installations. Donc, l'hôpital Cité de la Santé, c'est notre plus grande installation avec presque 500 lits, 87 000 visites à l'urgence. On a un tout petit hôpital de réadaptation aussi avec 32 lits, l'hôpital juif. En plus, 6 CHSLD publics, 6 CLSC, le centre jeunesse, le centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants de développement et le centre de réadaptation des dépendances. Tout ça avec plus de 300 places, en plus de des cliniques ambulatoires et un centre administratif. Donc, on est juste au nord de Montréal. Puis, comme tous les CIS et CIUS, on est obligé d'avoir un comité de développement durable. Donc, vous voyez l'organigramme ici, qui se compose de plusieurs sous-comités, dont je suis responsable de celui tout à droite, le sous-comité en mobilité durable.
On voit aussi en haut à droite le comité EcoCMDP, dont je suis membre, le vice-président de l'EcoCMDP avec mes collègues ici en avant, qui vont parler plus tard cet après-midi. Puis, on a un regroupement de médecins, dentistes et pharmaciens éco-anxieux qui veulent essayer de faire ce qu'on peut pour s'auto-traiter. Donc, par déformation professionnelle, je sais que pour faire un changement organisationnel, il faut créer un sentiment d'urgence. Et c'était ça pourquoi l'EcoCMDP a poussé le CDD à faire un bilan carbone pour tout l'ensemble du CIS de Laval. Si on veut l'améliorer, il faut d'abord le mesurer. Donc, on était le premier CIS ou CIUS au Québec d'en avoir fait un bilan carbone scope 1, 2 et 3. On s'est basé sur l'année financière 2019-2020. Et on a regardé 7 installations typiques de notre CIS parmi les 32 qu'on avait. Donc, Cité de la Santé, le Place Juif, le Centre Jeunesse, un DCLSC, un CHSLD, un foyer de groupe et la clinique ambulatoire. On a découvert, en faisant ce bilan carbone-là, que sur les 7 installations qui étaient à l'étude, on a généré au-delà de 50 000 tonnes de CO2 équivalent. Cité de la Santé, c'était là où on se retrouvait la majorité, donc 41 000. Puis si on extrapolait ça à l'ensemble de nos installations, ça faisait 90 000 tonnes de CO2 équivalent, juste pour l'année 2019-2020, l'année qui a été choisie pour ne pas avoir des données pandémiques, donc avoir des vraies données. Donc pourquoi j'en parle? Parce que c'est à l'aide de ce bilan carbone-là qui nous a vraiment frappé à quel point la mobilité, les déplacements occupent tellement de place dans notre bilan carbone. Comme vous voyez ici en violet, les déplacements, juste pour les 7 installations à l'étude, ça comportait pour 34 % de l'ensemble de nos carbones émis au site de Laval sur les 7 installations étudiées. Et lorsqu'on extrapolait ça à l'ensemble des installations-là, on arrivait à presque 40 % des déplacements, des CO2 qui étaient générés par les déplacements professionnels. Donc, là, on parle de pas juste des voyages à des congrès et des réunions, mais aussi le soutien à domicile. Puis les déplacements à domicile de travail, donc tout le navettage de nos employés. On voit le grand absent de notre diagramme, c'est les déplacements des usagers, qu'on n'était pas capable de mesurer. Tout ce travail-là, je dois donner tout le crédit aussi à SSE et Primum Nocere, avec qui on n'aurait pas pu faire ce bilan carbone-ci. Donc, pour les déplacements, juste pour un chiffre là-dessus, c'était l'équivalent de conduire autour de la planète avec une auto à essence plus de 4000 fois. Donc, juste pour donner un ordre de grandeur. Donc, on s'est dit, bon, ben, si on veut améliorer notre bilan carbone, il faut vraiment qu'on s'attaque à nos déplacements. Pour faire le bilan carbone, il y a eu une enquête qui a été faite pour essayer de déterminer par quel moyen est-ce que nos employés et nos médecins et nos bénévoles font pour se rendre au travail. Ici, je vous présente les données juste pour Cité de la Santé, et je vais parler juste de Cité de la Santé pour la prochaine 13 minutes et 15 secondes. Parce que c'est avec cette installation-là qu'on a le plus de données, parce qu'il y avait plus de répondants pour le sondage. Donc, on voit bien que l'auto-solo, comme on ne serait pas surpris d'apprendre, l'auto-solo était le moyen de déplacement de la vaste majorité de nos employés médecins et bénévoles. Et on voyait qu'avec le temps, ça ne s'améliorait pas. Donc, on a fait le sondage. On a fait un sondage, mais on a demandé quand même à 4 différents moments des derniers 2 ans. Donc, été 2019, hiver 2020, été 2021 et hiver 2022. Et pour la prochaine année. Puis, on voit que les gens ont de moins en moins l'intention d'utiliser leur auto-solo. Puis le transport en commun, ça fait dur. Le vélo aussi, puis la marche. Le covoiturage, un petit peu mieux. Et je remercie MOBA de nous avoir aidés à analyser les données du sondage qu'on a fait pour l'enquête bilan carbone. Et c'est de leur rapport que j'ai tiré ces diapositives. On a aussi, avec MOBA, essayé de faire une cartographie de la provenance des employés du Cité de la Santé. Donc, c'était vraiment important de faire un bon diagnostic de notre mobilité si on veut vraiment trouver les solutions les plus prometteurs.
Puis on voit ici le petit point en bleu, ça c'est l'emplacement des cités de la santé. Puis on voit que dans les quartiers environnants, puis aussi à Terrebonne, c'est de là que vient la plus grande partie de nos employés à Cité de la santé. Puis quelques autres villes de Rive-Nord et à Arntic, puis le côté ouest de Laval, où on trouve de moins en moins d'employés qui se rendent à Cité de la santé sur les 4295. Ça, c'est des données qui viennent de notre direction des ressources humaines, qui avait la gentillesse de nous partager ces données-là. Et avec MOBA, on a décidé de voir comment se répartit nos employés selon leur accès à différents moyens de mobilité durable. Donc, on voit ici, on voit toujours le grand diamant au centre, ça c'est Cité de la santé. Puis, les petits ronds autour de différentes couleurs, ça montre combien de temps ça leur prend, soit pour marcher, pour se rendre au travail. Donc, le premier rond qui est en vert, presque bleu, ça c'est, il y a à peu près une centaine d'employés qui sont à distance de 20 minutes de marche de Cité de la santé. Dans la section verte, il y a à peu près 1000 employés qui sont à 30 minutes de vélo de Cité de la santé. Dans la section jaune et orange, ça, c'est à peu près 2000 employés qui sont soit à 45 minutes de transport en commun ou 60 minutes de transport en commun de Cité de la santé. Donc, c'est vraiment des données qu'avec MOBA, donc un des centres de gestion de déplacement qui sont ici, aujourd'hui, sont en mesure d'aider les CCCIUS à faire ce type d'analyse-là pour avoir vraiment une meilleure idée de quelle est l'accessibilité de la mobilité durable pour nos employés. Puis on voit quand même qu'il y a plein de petits ronds. Chaque petit rond, c'est un employé, hein? J'ai oublié de le dire. Il y a plein de petits ronds, mettons sur la rive nord, qui n'ont évidemment aucune possibilité de se rendre à Cité de la santé à marche, en vélo ou en transport en commun. Donc ça nous incite soit à modifier nos attentes, ou bien de travailler avec la ville ou les sociétés de transport en commun pour améliorer l'accès en transport en commun ou des pistes cyclables pour ceux qui n'en ont pas. Puis, c'est exactement vers là où on s'en va. Ici, c'est les mêmes, avec MOBA, les mêmes types d'analyse de cartographie, mais là où on a superposé les pistes cyclables à gauche, ça c'est toutes les lignes vertes, c'est les pistes cyclables à Laval. Les petits ronds rouges, ça c'est les icônes de Bixi. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de stations de Bixi proches de Cité de la santé, mais qu'ils commencent à s'en installer à Laval. Puis ça nous donne déjà des idées pour dire, est-ce qu'on peut faire des partenariats avec Bixi pour installer d'autres, pour étendre davantage le réseau de Bixi? Pourquoi pas sur nos propres terrains au 6 de Laval? À droite, on voit le réseau de transport en commun de la STL, la Société de transport de Laval. Puis, donc, on voit quels sont les quartiers de Laval qui sont bien desservis en transport en commun. Puis, ça nous incite à vouloir faire des partenariats avec la STL pour voir comment on peut améliorer la desserte de Cité de la santé en autobus. Déjà, on prévoit pour cet automne une grande amélioration dans l'horaire des autobus passant devant la Cité de la santé. Donc, au lieu d'avoir 2 autobus vides qui passent devant un après l'autre, on va avoir des autobus plus remplis qui passent plus souvent aux 10 minutes à l'heure de pointe. Donc, ça, c'est super le fun. On a hâte de sortir l'horaire final pour lequel on va pouvoir faire des promotions. On a fait le même type d'analyse, mais ça, c'est avec... donc, c'est les mêmes couleurs qu'on a vues tout à l'heure, mais chaque petit rond, c'est un répondant de notre enquête de mobilité durable qu'on a fait pour le bilan carbone. Et on a fait un code de couleur pour montrer quelle était la réponse des gens à la question dans quels moyens est-ce qu'ils utilisent pour se rendre à Cité de la santé. Donc, ça, c'est juste les répondants des employés de Cité de la santé. Puis, on voit que même dans la zone verte, où, en théorie, ils sont capables de se rendre en vélo à moins de 30 minutes, c'est plus de 80 même 85 des répondants qui sont rouges, ce qui veut dire auto-solo. Heureusement,
on voit plein de jaunes autour des cités de la santé. Donc, ceux qui peuvent marcher, on dit qu'ils marchent. Donc, ça, c'est encourageant. Ça veut dire qu'on a des trottoirs qui marchent. Mais pour le piste cyclable, il y a de la job à faire pour essayer de compléter le plan directeur des pistes cyclables de la Ville de Laval. Puis c'est en partenariat avec la Ville qu'on est capable de vraiment les aider à... Parce que le plan directeur existe déjà, mais ils ont besoin de nous pour les mettre de l'ordre un peu dans les priorités. Pour dire, tiens, ce bout-là de piste cyclable que vous voulez faire, faites-le en premier pour nous aider à se rendre. Puis les données qu'on leur fournit comme ça, c'est très convaincant pour les décideurs, à la fois à la STL pour les autobus que pour la Ville en termes des pistes cyclables et des trottoirs à compléter. Ça, c'est juste des données qu'on a sorties de la Direction des ressources humaines pour justement aider la STL, la Société de transport de Laval, pour mieux harmoniser l'horaire des autobus avec les débuts de quart de travail de nos employés. Donc ça, c'est juste, on a pris des données typiques tout dernièrement, du 12 au 25 mars de cette année, juste pour avoir une idée à quel moment ont commencé les quarts de travail de chacun des employés à la Cité de la Santé. Puis comme ça, le STL était vraiment capable de voir, ouais, notre horaire est assez mal adapté pour ceux qui veulent arriver à temps au travail, s'ils voulaient prendre l'autobus. Donc, c'est basé là-dessus qu'ils ont pu faire des améliorations qui seront annoncées prochainement. Puis on a fait le même type de graphique comme ça, que je ne vais pas vous montrer, mais aussi pour la fin du quart de travail, et aussi pour les samedis, et aussi pour les dimanches, parce qu'on s'entend que les horaires sont différents les week-ends, autant pour le travail que pour les autobus. Avec MOBA, on a aussi fait des visites de terrain pour essayer d'identifier des enjeux, des obstacles à la mobilité durable qui est propre sur notre terrain. Donc ça, c'est un peu un vue Google Maps satellite de Cité de la Santé. On voit que c'est entouré d'un océan d'asphalte. Puis, chaque tiron bleu, ben, c'est un constat qu'on a pu faire et documenter sur des lacunes pour soit les piétons, soit les cyclistes, soit les personnes qui veulent utiliser un véhicule électrique. Donc, des améliorations à amener. Donc, on voit ici quelques exemples. Heureusement, on a fait ça en février. Si jamais vous le faites, je vous recommande fortement de faire l'hiver parce qu'on voit vraiment à quel point les racks à vélo ne sont pas déneigés. Puis, on voit aussi à quel point il y a des lignes de désir. Ça, c'est une ligne de désir. J'ai appris ce mot-là en faisant la visite de terrain. On voit là, dans le gazon enneigé, par où passent les piétons, même s'il n'y a pas de trottoir. C'est pas que ce n'est pas déneigé, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Donc, donc ça permet à notre direction des services techniques de dire, bien, lorsqu'on aurait des sous pour améliorer les alentours des stationnements, bien, ça prend un trottoir là. Puis au moins, on peut le documenter, puis avec la neige, on est capable de voir ça. Donc, une bonne leçon à tirer. Puis aussi, ça c'est moi, tu vois, c'est moi, tu peux me reconnaître. Donc, des trottoirs qui finissent en plein de la rue, puis il n'y a pas de trottoir dans la rue, là. Donc, ça nous mène directement dans la rue, puis qu'est-ce que les piétons doivent faire? Bien, ils doivent circuler dans la rue. Ça n'a pas de sens. Donc c'est des incohérences comme ça qu'on était capable de documenter, pas juste à la Cité de la Santé, mais l'ensemble des installations prioritaires qu'on a visitées au CIS de Laval. Et ça va faire partie d'un plan d'action très détaillé qui est en cours actuellement. Donc, je vous lance les grandes lignes ici en primeur, mais pas trop en primeur. Mais il n'y a pas de il n'y a pas de gros secret ici. Il y a vraiment 3 grandes stratégies à faire dans un plan de mobilité durable si on veut vraiment avoir un gros impact en termes d'intervention. Okay? Donc, et je les ai mis ici, selon moi, en ordre de priorité. Okay? Donc, la première priorité, c'est d'abord réduire les déplacements inutiles. Okay? J'en ai pas beaucoup parlé, là, mais avec le télétravail puis le télésanté, pour lequel on a eu une expérience naturelle fantastique avec la pandémie, on a vu que ça marche. On a vu qu'on a fait un grand virage télétravail et télésanté. Puis il faut
préserver ces acquis-là, puis continuer de déployer les outils pour rendre le télétravail et la télésanté plus optimal et d'éviter les effets secondaires de ça. La deuxième stratégie en important, selon moi, c'est toutes les interventions qu'on peut faire pour se déplacer autrement qu'en auto solo. Donc, tout ce qu'on peut faire pour encourager les transports en commun, les transports actifs, même le covoiturage, c'est toutes des choses qui doivent avoir une place dans notre plan d'action, mais on ne peut pas faire ça tout seul, de toute évidence. Ce n'est pas le CIS de Laval qui commande des autobus ou des vélos. C'est vraiment avec les partenariats avec la ville, la STL. Puis, tu sais, j'ai des petits espions à la direction santé publique qui m'aident avec ces partenariats-là parce que quelqu'un avait posé la question, comment arrimer santé puis communauté? C'est la direction de santé publique. Chaque CIS et CIUS fait partie d'une direction de santé publique, donc profitez-en. Puis le troisième élément de la stratégie de mobilité durable, pour ceux pour qui le télétravail, la télésanté, ce n'est pas une option, qui n'ont pas d'autre option que se déplacer en auto, bien, au moins diminuer l'impact de ce déplacement-là en électrifiant, à rendre accessible des bornes électriques pour l'électrification des véhicules. C'est sûr que ce n'est pas le CIS qui va électrifier les véhicules, mais ça s'en vient. En termes de... C'est le gouvernement qui va dire qu'on n'a plus le droit d'acheter des véhicules à essence. Donc il faut qu'on planifie nos travaux et qu'on rende nos stationnements plus prêts pour ce virage-là qui s'en vient. Donc, j'ai 9 secondes. Wow, oh my God. Tu peux toujours nous écrire si vous avez des questions, des commentaires, des tomates. Puis, je ne sais pas si est-ce que je reste ici. Non, parfait. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Marc-Andrew. On va poursuivre avec Marie-Joëlle Chrétien, qui est agente de planification, programmation et de recherche en développement durable à la direction des services techniques du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et sa conférence, donc, favoriser la biodiversité, le verdissement et la lutte aux îlots de chaleur au CIUS de l'Est de Montréal. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Marie-Joëlle Chrétien, je suis conseillère en développement durable au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des initiatives qui sont mises en place dans notre CIUS, plus précisément, comme on le mentionnait plus tôt, celles qui favorisent la biodiversité, le verdissement et la lutte aux îlots de chaleur. Ça fonctionne. Je commencerai d'abord par vous mettre en contexte territorial, sur le plan du territoire qu'on occupe, vous parler un peu des caractéristiques de notre territoire. Le territoire du CIUS se compose notamment de vastes espaces industriels, de pôles institutionnels, des centres commerciaux, puis comme vous pouvez vous en douter, il y a de grands stationnements qui viennent avec ça. On a aussi des infrastructures portuaires, ferroviaires, autoroutières, évidemment. On a des carrières, on a également des industries pétrolières qu'on ne manque pas de voir quand on prend la 40, des belles raffineries à droite ou à gauche si on vient de la Naudière. Puis, on a aussi des quartiers d'habitation plus étalés, des nouvelles banlieues, mais aussi des quartiers d'habitation beaucoup plus denses si on pense à Montréal-Nord, Rosemont, la Petite-Patrie, par exemple. Donc, avec toutes ces caractéristiques-là, j'apprends rien à personne aujourd'hui en disant que le phénomène d'îlot de chaleur est bel et bien réel dans l'est de l'île, sur notre territoire. C'est ce qu'on constate un peu sur la carte de gauche. Ces îlots de chaleur-là augmentent de beaucoup la vulnérabilité de certaines personnes en période de canicule, en période de vagues de chaleur. C'est exactement ce qu'on peut constater dans l'encadré noir justement de l'image de gauche, qui est finalement l'est de l'île, le territoire qu'on occupe. Dans cette optique-là, sachant que la végétalisation joue un rôle majeur dans le rafraîchissement des villes, dans le rafraîchissement de nos villes, il y a une étude de la Fondation David Suzuki qui a examiné les zones de plantation à prioriser sur l'île, notamment pour augmenter l'adaptation aux aléas climatiques, comme les canicules, mais aussi pour
à augmenter, disons, l'équité en santé. Et si on regarde de plus près l'analyse à partir de la carte de droite, de tous les arrondissements montréalais, l'étude recommande de planter en priorité dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Saint-Michel, Montréal-Nord et Saint-Léonard, donc tous des quartiers dans l'est de l'île qui se situent dans l'encadré noir et qui, finalement, sont des quartiers que notre territoire occupe également. C'est non seulement prioritaire de planter dans ces quartiers-là, mais c'est dans ces quartiers-là que le potentiel de plantation est de toute façon le plus grand. Puis le potentiel est plus grand et il est en secteur privé. Donc, selon cette étude-là, le rapport, en fait, les résultats ont démontré que plus de 60% de la superficie des terrains qui étaient propices à accueillir des arbres étaient localisés finalement en secteur privé. Donc, vous me voyez venir en tant que propriétaire et gestionnaire de grands terrains privés. On savait qu'on pouvait faire une différence en tant que SUS, mais cette étude-là est venue confirmer qu'on pouvait faire une différence, qu'on faisait partie de la solution, puis qu'il fallait agir davantage pour répondre à notre mission de santé environnementale. Et c'est pourquoi, une des premières initiatives finalement que je vous présente aujourd'hui, c'est notre plan de verdissement. Donc, plan de verdissement qui est étroitement élaboré avec la Sauverdi, que vous connaissez peut-être déjà, qui est un OBNL montréalais qui agit pour améliorer la santé des Montréalais, leur qualité de vie, notamment par le verdissement. Depuis 2021, on travaille avec eux en étroite collaboration, justement, mais aussi avec nos parties prenantes de nos 26 installations pour construire en commun les plans de plantation de chacune de nos installations et en tenant compte, finalement, des contraintes de chacun de nos sites. Quand je parle de contraintes, il s'agit, par exemple, des réseaux souterrains, des réseaux aériens, des activités des résidents, des activités qui mènent sur les terrains. On prend en considération, par exemple, les dépôts à neige. On prend également en considération les travaux à venir, les nouvelles constructions à venir. Donc, ce sont toutes des contraintes ou des éléments qu'on doit tenir en compte avant d'aller planter sur un site. Comme vous le savez, planter des arbres, c'est loin d'être juste esthétique, bien que ce le soit. C'est pas juste ça. Quand on plante des arbres, on doit d'abord agir où ça compte, c'est-à-dire dans des quartiers, comme on l'a vu plus tôt, où c'est prioritaire, comme dans le quartier Saint-Michel, comme dans le quartier Mercier-Est. Donc, c'est agir où ça compte, mais en plantant des arbres, on revalorise aussi des milieux de vie, on accueille la faune locale, on diversifie aussi la biodiversité avec des nouvelles espèces, on essaie d'éviter les erreurs du passé, comme d'aller planter uniquement des frênes, uniquement des érables. L'idée, c'est d'aller justement diversifier. On nourrit aussi la communauté si on plante des arbres fruitiers, chose qu'on fait souvent dans nos plantations. Et surtout, on contribue à une meilleure santé populationnelle parce que oui, la convalescence se fait mieux du côté des arbres que du côté du stationnement. À terme, cette initiative-là permettra de planter 1500 arbres sur 5 ans. Ce qui sera aussi chouette avec cette initiative-là, c'est que ça va permettre aussi de sensibiliser toutes les personnes toutes les parties prenantes qui ont été impliquées dans le processus au passage. Je pense notamment aux bénévoles qui prennent part aux plantations corporatives. Je pense à toutes les parties prenantes qui ont justement été concertées dans le cadre de nos plantations, notre personnel, évidemment. Le voisinage aussi, qui des fois regarde ça aller, puis qui vient voir l'équipe de verdissement, puis qui pose des questions. Je pense aussi à nos équipes d'entretien des sites qui se voient sensibilisées à cet effet-là. Donc, mine de rien, on sensibilise pas mal plus de monde qu'on pense avec un mouvement comme celui-là. Puis, c'est ce qui est chouette au passage. Puis, on sensibilise, dans le fond, c'est... Quand je dis qu'on sensibilise, on sensibilise aux bénéfices des arbres et à leur service rendu à nous, les humains. Par contre, c'est vrai que des fois, il faut pousser un petit peu plus loin cette sensibilisation-là, puis notamment quand on fait face à de la réticence sur l'entretien des arbres ou le coût que ça peut engendrer.
Puis c'est rare que je trouve que c'est une bonne idée de parler d'argent, mais peut-être que dans un cas comme celui-là, c'est pertinent. Selon une étude de 2014, pour chaque dollar investi dans l'entretien d'un arbre, c'est entre 2 et 13 dollars qui sont récupérés en bénéfices. Et parmi ces bénéfices-là, il y en a plusieurs, mais parmi ces bénéfices-là, il y a les économies d'énergie. Donc, sachant que dans le réseau de la santé, c'est la même gang qui paye les factures d'énergie et les factures d'entretien des sites, ça peut être un argument financier qui peut être pertinent d'apporter pour amener plus loin la réflexion. Je terminerai sur cette initiative-là en disant que l'engouement de la part des bailleurs de fonds pour financer des projets de verdissement dans le milieu de la santé est actuellement très fort. C'est un secteur où il semble, en tout cas pour le moment, facile de propulser le verdissement. Donc, pour les autres établissements de santé dans la salle qui ont envie d'emboîter le pas, bien, il existe des occasions de financement, il existe des partenaires compétents aussi, donc n'hésitez pas à vous retourner vers eux. Une autre initiative qui est en cours chez nous, c'est l'entretien d'un rucher à l'Institut universitaire de santé mentale. Je ne vous cacherai pas d'entrée de jeu que ce projet-là, s'il existe, c'est grâce à 2-3 employés motivés qui se sont formés par passion et parce qu'ils étaient convaincus du rôle essentiel des pollinisateurs dans notre écosystème. Ils ont voulu faire une différence et puis ce projet-là a vu le jour. Leur collaboration à ce projet-là, évidemment, ça ne s'inscrit pas dans une route de travail officielle. Encore une fois, si ce projet-là existe, c'est parce qu'ils utilisent leurs heures personnelles pour le faire rouler. Ils sont un peu la preuve qu'il existe encore dans notre réseau des électrons libres qui travaillent fort puis qui sortent des conventions qui poussent pour réaliser ce genre de beaux projets-là. Aujourd'hui, on a 4 ruches. On a donné 3 ateliers éducatifs au personnel de notre CIUS sur l'importance des pollinisateurs, sur comment jardiner pour eux, l'importance de planter des fleurs pour eux, notamment. On a aussi vendu 225 pots de miel au personnel de notre établissement à l'automne dernier dans les cafétérias. Et tout ça en se faisant accompagner par un partenaire qui est Polyflora. Puis c'est un accompagnement qui se veut spontané dans le sens où quand les employés en ressentent le besoin, ils peuvent contacter le partenaire ou à des périodes clés dans l'année, lors de l'essaimage ou fermeture de ruche, par exemple. Je vous dirais que, en fait, ce projet-là, c'est un projet qui est 100% financé par le développement durable à la direction des services techniques. Bien qu'on n'arrive pas à couvrir l'ensemble de nos dépenses avec la vente de miel, on réussit quand même à financer une certaine partie, notamment l'accompagnement. Donc, ça nous permet de continuer à le faire vivre. Je vous dirais que la rentabilité de ce projet-là réside surtout dans l'approvisionnement d'un produit frais, local et savoureux, aussi dans la satisfaction de notre personnel à se procurer ce dit produit-là, à le consommer, qui est très bon d'ailleurs. Dans le circuit court de mise en marché aussi, dans l'engagement des employés qui y trouvent vraiment leur compte. Et encore une fois, dans la sensibilisation de la communauté interne de notre CIUS sur le rôle indispensable des pollinisateurs dans nos vies. Une autre belle initiative que je vous présente qui permet finalement d'alimenter la précédente parce que, en fait, c'est un jardin communautaire. Et je dis que ça permet d'alimenter la précédente parce que ça se situe non seulement sur le même terrain que les ruches, mais littéralement à 2 pas d'elle. Puis ça permet de l'alimenter parce que les employés du CIUS qui cultivent un des 80 jardinets disponibles sont fortement encouragés, en plus de leur espèce potagère, évidemment, à planter des vivaces et des espèces mellifères dans leur jardinet, justement pour procurer du nectar, du pollen aux abeilles qui sont pas loin, mais aussi aux pollinisateurs qui sont là, aux pollinisateurs indigènes qui sont là de nature dans le coin. Quand on pense aux guêpes, aux papillons, aux bourdons, ils existent dans la nature sans ces abeilles à miel-là, fait qu'il faut aussi les nourrir, ceux-là, parce qu'on leur crée, veut pas de la compétition en ayant 4 ruches présentes sur le site, mais on s'efforce justement de planter des fleurs autour. Et dans cette volonté-là, l'an dernier, lors
d'un atelier éducatif justement qui était destiné aux jardiniers près du jardin. On a fait la distribution de vivaces et de plantes mellifères pour que les jardiniers justement en profitent pour les planter dans leur jardinet. Ce qui est très, très cool avec ce projet-là, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ce jardin-là vient remplacer finalement un espace qui était 100% gazonné et qui servait absolument à rien avant, à part être tondu à l'infini. Aujourd'hui, cet espace-là sert à tellement de choses. C'est un espace nourricier tant pour les humains que pour les abeilles. C'est un lieu de rencontre et de socialisation. C'est un lieu d'apprentissage parce que oui, il y a des membres du personnel qui arrivent là très novices en la matière, puis qui sont en quête de notions de base sur l'agriculture et qui se retournent vers des gens un petit peu plus ferrés. Donc, ça crée des liens. C'est aussi un lieu de stimulation cognitive pour les patients gériatriques là, qui viennent en fauteuil roulant, parce que nouvellement, cette année, c'est greffé à notre jardin communautaire un espace pour cette clientèle-là. Donc, c'est aussi un lieu de stimulation cognitive. Et cet espace-là, c'est aussi un sentiment de pouvoir d'agir pour la transition écologique, parce que chaque jardinier qui vient mettre les mains dans la terre chaque jour est fort probablement conscient de l'effort qu'il est en train de faire pour une alimentation plus durable. L'avant-dernière initiative que je vous présente, ce sont nos ateliers d'agriculture urbaine en CHSLD. C'est un projet qui est réalisé par l'organisme d'économie sociale YAM. Et ce projet-là vise à créer des espaces potagers, des coins potagers en bac surélevé dans l'ensemble de nos CHSLD. L'objectif principal du projet est surtout d'animer les résidents des CHSLD par des ateliers ludiques et créatifs pour qu'ils puissent d'une part s'approprier les savoirs entourant l'agriculture, mais d'une autre et surtout prendre l'air, rencontrer des nouvelles personnes, déguster des fruits, des légumes, des fleurs comestibles, des fines herbes, goûter à l'effet thérapeutique de se mettre les mains dans la terre, stimuler leur capacité motrice cognitive. Donc, ce sont surtout ces éléments-là qu'on retient. Depuis 2021, ce sont plus de 60 ateliers qui ont été donnés dans 10 de nos 15 CHSLD. Puis comme vous voyez, c'est la seule donnée quantitative que je vous donne. Puis je vous dis ça parce qu'on nous demande souvent, en lien avec ce projet-là, c'est quoi nos indicateurs de réussite. Combien de légumes, combien de kilos de légumes ont été donnés à la communauté, combien de tomates ont été cuisinées dans le service alimentaire. C'est difficile de trouver un indicateur plus procédural dans le cas de ce projet-là, comme l'objectif en fait derrière est surtout humain et social. Je vous dirais que les retombées sont avant tout qualitatives et l'indicateur de réussite le plus fiable, c'est le sourire des résidents, c'est leur participation aux ateliers, c'est leur témoignage, c'est le fait qu'ils en redemandent tout le temps. C'est un petit peu la variable qui nous laisse croire qu'il faut continuer de les donner et c'est pour ça qu'on le fait. La dernière initiative que je vous présente aujourd'hui, c'en est une qui touche au volet lutte aux îlots de chaleur. Il est question d'un projet de déminéralisation dans un stationnement d'un de nos CHSLD. Avant, comme vous pouvez voir sur l'image de gauche, on avait droit à un très grand stationnement asphalté, aménagé uniquement avec du marquage au sol, avec peut-être un ou deux grands, très hauts lampadaires qui n'éclairent pas du tout à échelle humaine. Et à droite, on voit on le voit peut-être pas super bien parce que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble quand on n'est pas à vol d'oiseau, avoir une vue d'ensemble des nouveaux aménagements si on n'est pas à vol d'oiseau, mais il y a, en fait, ce sont 284 mètres carrés d'asphalte qui ont été retirés et 63 arbres qui ont été plantés. Donc, dans ces nouveaux aménagements-là, c'est ça, il y a 5 nouveaux terre-pleins végétalisés qui ont été ajoutés et dans lesquels ces arbres-là ont été plantés. C'est 15 essences différentes qui ont été plantées, qui, à terme, certaines atteindront 25 mètres de hauteur pour assurer une bonne canopée dans le stationnement, donc une bonne couverture pour couvrir
le reste des surfaces imperméables dans le stationnement. Libérer le sol de l'asphalte et verdir par la suite, on le voit, là, ça sert, on ne le voit pas nécessairement, mais ça sert à rafraîchir l'espace, oui, mais ça a 1000 et un autres bienfaits. Ça permet de mieux infiltrer l'eau de pluie dans le stationnement en le détournant des infrastructures publiques. Très pertinent dans un contexte de changement climatique où on sait les précipitations sur l'ensemble du Québec et à Montréal compris seront augmentées en fréquence, en intensité. On l'entend souvent, mais c'est réel. Des pavés, ça permet de filtrer aussi les polluants dans l'eau pluviale par les nouvelles infrastructures naturelles, au lieu que cette eau-là ruisselle tout bonnement sans être filtrée vers les égouts. Retirer de l'asphalte, ça rétablit le cycle naturel de l'eau, ça bonifie les aquifères. Ça vient aussi créer des habitats pour la biodiversité locale. Forcément, des arbres, ça amène les écureuils, les oiseaux et tout autres animaux. Et je reviens toujours à ça, mais déminéraliser puis verdir, ça améliore la santé populationnelle, ça améliore la qualité de vie pour les gens qui vivent autour. Donc, si vous avez la chance de mettre en place un projet similaire, l'investissement vaut vraiment la peine en santé et en environnement. Voilà, ça fait le tour de nos initiatives. Alors, merci, c'était très intéressant. On va passer, les questions, ça va être à la fin de toutes les conférences. Là, on a un défi, on a 20 minutes pour 4 personnes. Alors, Patricia Clermont, de l'Association québécoise, la coordonnatrice de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, Sarah Machane, qui est la représentante au Québec de Cascade, Jérôme Ribes, DG adjoint de SSE, et Jean-Patrick Toussaint, directeur principal du programme Climat à la Fondation familiale Trottier. Alors, vous avez 20 minutes pour faire votre petit topo. D'accord. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Je pense que j'apprendrai à personne, excusez-moi, que l'interdisciplinarité est essentielle à la lutte contre les changements climatiques. Et dans la dernière année, Cascade a travaillé avec Synergie Santé Environnement dans le développement de tout un projet sur l'estimation des émissions de gaz à effet de serre dans le système de santé canadien. Alors pour commencer, qu'est-ce que Cascade? Qui sommes-nous? Il y a plusieurs personnes dans la salle qui nous connaissent déjà. Mais pour les autres, Cascade est une initiative, un projet financé par Environnement Changement Climatique Canada pour 5 ans à partir de 2021, donc ça se termine en 2026. Ce projet est dirigé par l'Université de Toronto avec 3 autres organisations fondatrices, le Healthy Populations Institute à l'Université Dalhousie, le Planetary Healthcare Lab à l'Université de Colombie-Britannique et la Coalition canadienne pour un système de santé écologique. Au Québec, notre présence se fait surtout via le réseau d'action pour la santé durable du Québec. Mais donc, je parle d'interdisciplinarité. La majorité de notre travail se fait en partenariat, en collaboration. On le voit avec les personnes présentes ici aujourd'hui. Donc, entre autres, Synergie Santé Environnement, on voit aussi CAPE, qui est l'organisation mère de l'ACME. Donc notre travail se fait selon 3 piliers. Je ne vais pas aller en gros détails dessus, mais on travaille sur le renforcement des capacités, le soutien à l'innovation et la coordination et le conseil politique. Donc on a de gros livrables tous les ans qu'on appelle les guides de stratégie ou aussi playbook. Je ne sais pas si on arrive à les lire correctement, mais en tout cas il y a des codes QR à côté si ça vous intéresse. Donc, ils sont accessibles à tous et toutes sur notre site internet. Donc, ces guides s'inspirent d'initiatives qui ont été mises en place quelque part au Canada, donc qui existent déjà, et se veulent un soutien et une opportunité d'émulation pour d'autres établissements de santé au Canada aussi. Donc voici pour la première année. Donc on parle ici des soins virtuels, de l'anesthésie durable, des inhalateurs durables et de la préparation organisationnelle. Donc on est encore dans l'interdisciplinarité. Pour la deuxième année, on a travaillé sur la pharmacie durable, les soins périopératoires, la formation et l'estimation des émissions de gaz à effet de serre dans les soins de santé.
Donc pour ce playbook, on a travaillé avec Synergie Santé Environnement parce que c'est un allié important et aussi vis-à-vis du travail qui est en cours et qui a été fait. Je ne vais pas empiéter sur la présentation de Jérôme. Donc ça rentre dans une démarche qui est plus globale. Donc c'est pas seulement le playbook qui sort de ça. Donc ça a commencé au printemps 2022 avec la création d'un réseau de professionnels qui étaient intéressés et qui avaient commencé des démarches pour les estimations des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on a continué avec des entrevues et des tables de travail. On a invité des personnes qui venaient aussi de l'international, donc entre autres du NHS, pour discuter de comment on fait, quels sont les défis, quelles sont les opportunités. Ensuite, on a commencé à créer les ressources. Donc le playbook est sorti en mars et on travaille aussi sur un rapport qui va bientôt être envoyé aux autorités provinciale de santé. Donc le playbook est pour les travailleurs et le rapport est plus pour aider à la décision politique. Et enfin, on est en train de travailler actuellement sur la création d'une communauté de pratique pan-canadienne pour permettre d'échanger sur comment, pourquoi, mais surtout sur le comment. Donc un exemple, je ne vais pas aller en détail dessus, du niveau justement de détail qu'on a réussi à obtenir. Je pense que c'est important de noter, l'union fait réellement la force. On a réussi à avoir quand même des données détaillées et, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est exhaustif parce que c'est impossible, mais on arrive quand même à pouvoir toucher beaucoup de domaines pour les estimations des émissions de l'US. Donc 4 points vraiment importants pour la mise en place d'une démarche comme celle-ci. Les ressources humaines, je dirais même les ressources tout court. Trouver des sources de données qui sont de bonne qualité, qui sont pérennes. Et je pense que ça, c'est un défi souvent. Avoir des données qui sont bonnes, de bonne qualité, qu'on va pouvoir utiliser pour faire une comparaison dans le temps avec d'autres organisations, pour pouvoir se baser. Et enfin, le dernier point qui est absolument crucial, la valorisation des données. On ne fait pas des estimations pour faire des estimations. Le but est de mettre en place des actions concrètes, ciblées et qui vont durer dans le temps. Et donc, vous avez encore les codes QR, un code QR qui mène à notre site internet. Merci beaucoup. Sarah, merci. Tu as mis 5 minutes, c'est vraiment parfait. On va pouvoir se partager le temps comme ça. SSE, c'est sûr que nous, on travaille énormément avec les établissements de santé, puisqu'on voulait vous montrer, puis c'est un peu ce que Sarah a commencé à démontrer, c'est qu'on travaille beaucoup avec d'autres partenaires pour amener le réseau plus loin. Puis le travail que Sarah a initié avec ses collègues et SSE chez Cascade, donc c'était vraiment un travail pan-canadien comme elle l'a mentionné, ça nous a amené à travers Cascade à être interpellés par Santé Canada. Donc Santé Canada ont une patate chaude bien intéressante à devoir gérer actuellement. À la COP26, il y a effectivement eu un engagement d'un certain nombre d'établissements de santé, d'un certain nombre de pays à travers le monde qui ont dit « Oui, moi je m'engage à ce que mon réseau de la santé réduise ses émissions de gaz à effet de serre et qu'il atteigne éventuellement la carboneutralité en 2040, en 2050 selon les pays. » Puis Santé Canada, quand je dis a reçu une patate chaude, c'est que le gouvernement fédéral lui a dit « Regarde, c'est toi qui vas t'occuper de ça. » Le problème de Santé Canada, puis on en a beaucoup discuté avec eux, c'est qu'ils sont très très bons en adaptation au changement climatique, mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances en mitigation des changements climatiques. Donc faire des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, savoir ce que ça mange en hiver cette affaire-là, puis concrètement comment accompagner le réseau de la santé, en sachant que c'est Santé Canada, qu'on est dans un gouvernement fédéral où la santé est une décision provinciale, c'est un peu complexe. Donc, en gros, c'est ça. Ils nous ont demandé de partir de ce que Cascade avait fait et de continuer à travailler avec Cascade là-dessus, puis de pousser plus loin la réflexion. Puis pousser plus loin la réflexion, notamment en faisant un travail de recherche, puis en allant discuter un petit peu à travers le monde avec les autres personnes qui font ça. Comment vous avez fait ça? On en parlait tout à l'heure quand Nick faisait sa présentation. Est-ce qu'il y a des gouvernements, est-ce qu'il y a des ministères qui sont plus ouverts pour travailler avec le réseau de la santé dans leur pays? Comment on fait ça? En gros, on en arrive à la conclusion que tout le monde est un peu dans le même bateau. Donc, les gouvernements se sont engagés sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas nécessairement de pouvoir, puis ils ne savent pas trop comment faire ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà plein de choses qui se font sur le terrain. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que vous, le réseau de la santé, vous n'attendez pas les gouvernements, vous êtes généralement en avance sur eux. Là, maintenant, c'est notre rôle, nous, c'est d'arriver à... Et puis, c'est vraiment un travail très intéressant. Il y a une très grande ouverture de Santé Canada, mais c'est arriver à leur faire voir sont où les trous dans le système. Est-ce que le réseau de la santé a réellement besoin d'aide pour faire des bilans d'émissions de gaz à effet de serre? Pas nécessairement. Est-ce qu'ils ont besoin d'aide à d'autres niveaux, du financement ou autre? Peut-être que ça serait plus ça. Et donc, c'est un peu le travail qu'on est en train de faire actuellement avec eux. Puis, de façon vraiment très étrange, parfois les planètes s'enlignent sur des mêmes sujets à peu près en même temps. Ça fait plusieurs mois qu'on discute effectivement avec l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, avec la Fondation de la famille Trottier, pour pousser un projet ici au Québec. Et l'idée, c'est de se dire, bien, regardez, le réseau de la santé, on en a plusieurs. Laval est venu présenter tout à l'heure. Laval a fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Le CIUS du nord de l'île a fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Le CIUS du centre-sud a fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Normand Mallette, tout à l'heure, mentionnait, le CHUM a fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est qu'on travaille tous de notre bord. Donc, on n'a pas de réflexion commune. On n'a pas de réflexion commune sur la méthodologie, sur les facteurs d'émission et tout ça. Et au final, on n'est pas nécessairement capable de se comparer. Puis nous, c'est ça qu'on veut essayer d'amener, c'est avoir cette réflexion-là et de se dire, bien, est-ce qu'on est capable de paver la route? Parce que le gouvernement au Québec n'est pas nécessairement rendu là, le ministère n'est pas nécessairement rendu là. Peut-être qu'il va être rendu dans pas très longtemps, mais les enjeux sont tels qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui bouge là-dedans. Et donc, on a proposé à la Fondation de la famille Trottier, puis à différents établissements dans la très grande région de Montréal, est-ce que vous voulez embarquer dans un projet un peu fou qui est de vous accompagner à vous outiller, vous éduquer, vous autonomiser à réaliser des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, scope 1, scope 2, scope 3, et à ce qu'on se pose des questions ensemble pour qu'on mutualise en fait nos démarches. Donc l'idée, c'est de réaliser des bilans avec eux, mais l'idée, c'est surtout de les autonomiser, mais encore plus, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de réfléchir à une méthodologie commune? Je mentionnais, 4 établissements ont réalisé leur bilan. Est-ce qu'on peut se reposer sur ces bilans-là? Est-ce qu'on peut, avec justement les spécialistes de ces différents établissements, dire c'est où que ça a chopé? C'est quoi qui était difficile? Marc-Andrew, tout à l'heure, a dit, tu sais, on n'a pas pu aller gratter sur les déplacements des visiteurs, par exemple. OK, mais comment on fait ça? Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble dans ce dossier-là pour essayer d'amener le réseau à développer une méthodologie qui n'a pas été décidée par SSE, pas par la Fondation de la famille Trottier, pas par l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, mais par toutes les personnes qui vont participer au projet, qu'on puisse se dire, regardez, ça fait du sens, on a une adhésion à ça, puis on est capable de se comparer. Puis c'est intéressant parce qu'on le rementionnait, l'idée de se comparer, c'est de se comparer dans un objectif positif. « Hey, tu fais ça, toi, moi je ne suis pas capable de le faire, comment vous avez fait? » EcoCMDP va nous parler de choses tout à l'heure à Laval. Vous avez fait ça comment à Laval? Puis on aimerait ça juste savoir comment vous l'avez fait pour pouvoir éventuellement le reproduire chez nous. Donc moi, ça fait partie, si tu veux venir, tu peux prendre la place. Bien, bonjour. Alors, comme Éric l'a dit, je suis la coordonnatrice de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et je représente aujourd'hui l'Association canadienne des médecins pour l'environnement dont l'ACME fait partie. Ça me fait très plaisir. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on discute ensemble dans la perspective de ce projet-là que l'ACME soutient avec les sous de la Fondation de la famille Trottier, ce qui est vraiment apprécié. Parce que dans mon travail quotidien, puisque mon poste a été créé il y a un an et demi, pas un mois et demi, je vous garantis. Quand je suis arrivée, en fait, je vais faire un pas de recul pour revenir ensuite à ce qu'on soutient dans le cadre de ce projet-là, mais mon travail au quotidien, c'est beaucoup de plaidoyer, c'est beaucoup de stratégie. Évidemment, on parle un de nos projets forts en 2023, c'est autour de la qualité de l'air. On est en train de, je vous donne une petite primeur en fait, mais je vous en parlerai plus avant dans les prochains mois, mais on est en train de faire un cadre de référence sur l'air sain en fait au Québec. Et on a des grands projets pour ça. Mais évidemment, parler de qualité de l'air, parler de pollution, d'autant plus avec le contexte des feux de forêt qui va évidemment avec les changements climatiques, ça nécessite aussi de faire du plaidoyer, d'insérer l'ACME dans le milieu environnemental québécois et de faire du plaidoyer pour de la planification de la mobilité durable,
de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est cohérent aussi avec le fait que l'ACME fait partie de la coalition Sortons le gaz. En fait, depuis 1 an que je travaille à ça, mais c'est tout récemment qu'on a lancé cette coalition-là pour ne pas que ce gaz-là, cette énergie fossile-là prenne de l'essor alors qu'il faut aller dans l'autre sens. Et au cours des 6 derniers mois, en fait, on est impliqué aussi dans le dossier des inhalateurs, en fait, pour avoir de meilleurs gaz propulseurs plus conséquents, justement avec l'urgence climatique. Mais rapidement, dans la planification stratégique qu'on a faite à l'ACME, avec les membres qui participent à nos rencontres mensuelles, ça a été de soutenir et développer les éco-CMDP. Et puis, ce qui fait qu'en fait, puisqu'on n'était pas assez occupés, Claudel et moi, Claudel a dit, bien, pourquoi ne pas partir une communauté de pratique des éco-CMDP? Et je peux vous dire, en fait, qu'on n'a eu que 2 rencontres, mais plein de courriels, il y a plein d'échanges. Et c'est quelque chose, moi qui évolue, vous êtes dans des milieux, vous êtes occupés, mais vous avez des collègues. Moi, souvent, je suis chez moi. Heureusement, j'ai mes collègues en environnement aussi que je côtoie de plus en plus en personne aussi. Mais c'est une grande réalisation. C'est pour ça que j'ai pris ce poste-là aussi. Mais je pense que c'est quelque chose que les gens apprécient aussi de découvrir, que les médecins, en effet, n'attendent pas les pouvoirs publics parce que les pouvoirs publics sont par définition en retard, parce qu'on a peur de déplaire, de changer des habitudes, parce qu'il y a l'inertie des habitudes aussi. Alors, cette communauté de pratique-là, c'est quelque chose de très inspirant, puis c'est pour ça que quand SSE s'est tourné vers nous, c'était les planètes qui s'alignent, les étoiles qui se répondent les unes aux autres. Et je pense que dans les prochains mois, dans la prochaine année, tout ce que je fais, en fait, ce que je cherche à faire, c'est une action cohérente. Et ça, certainement, ça va être un fer de lance qui va être important. Puis c'est pourquoi je remercie, en fait, SSE de vous être tourné vers nous. Puis je remercie évidemment la Fondation de la famille Trottier. Voilà. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je vais sauver quelques secondes, je vais rester ici. Merci de l'invitation. Jean-Patrick Toussaint, directeur principal du programme climat à la Fondation familiale Trottier. Je suis vraiment heureux d'être ici, d'entendre ce qui se fait dans le secteur. Pour prendre un peu la balle au bon sur ce qui a été dit ce matin, j'ai écouté le docteur Jean Zigbee qui ouvrait en disant qu'on veut faire partie de la solution. Bien, c'est un peu ce qu'on cherche à faire à la Fondation Trottier. La Fondation existe depuis plus de 20 ans maintenant et on a été au début un peu plus traditionnel dans notre approche, c'est-à-dire qu'on allait avec des grands dons dans entre autres centres hospitaliers en recherche. Et au début des années 2020, notre directeur a décidé de prendre une approche proactive et donc de dédier du financement pour la question climatique qui est l'enjeu intergénérationnel, sociétal de notre époque, évidemment. Et donc, on a décidé de dédier des montants spécifiques à chaque année pour l'action climatique et d'y aller de manière proactive, c'est-à-dire de voir où sont les opportunités, comment est-ce qu'on peut aller faire un effet levier, travailler en collaboration avec différents partenaires, différents experts pour accélérer la question des actions climatiques. Et c'est un peu dans cet esprit-là que tout récemment, notre conseil d'administration a décidé de prendre une démarche similaire en santé. Et donc, il y a un mois de cela, on était à Montréal justement pour le sommet Climat Montréal pour annoncer notre nouveau programme Santé-Climat qui va dédier 2 millions de dollars par année pour les 5 prochaines années pour vraiment diminuer l'impact, diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur, mais aussi essayer d'accompagner au niveau de la résilience. Et comme on n'est pas les experts, on est une toute petite équipe, notre approche, et encore une fois, c'est de se tourner vers les experts, de se tourner vers la CME, de se tourner vers SSE et d'autres partenaires dans la salle avec qui j'ai eu la chance d'échanger tout à l'heure, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut venir mettre l'épaule à la roue avec notre financement, mais aussi avec notre pouvoir d'influence. Tantôt, dans les conversations, je pense que c'est, toi, Marie-Joëlle, tu parlais des fois, c'est pas toujours pratique de parler de l'aspect monétaire, mais en même temps, nous, de notre côté, on s'en sert comme effet levier. Donc, ça peut permettre d'ouvrir certaines conversations, de changer les mentalités, de convaincre. Et on entendait parler encore tout à l'heure, docteur Andrews, vous en disiez, vous posez la question à M. Thorpe par rapport à comment est-ce que vous faites pour convaincre les instances gouvernementales. Bien, on essaie de se servir de notre effet levier monétaire pour accompagner les gens, les experts dans le réseau, influencer et faire avancer les choses.
Donc, on a cette flexibilité-là en tant qu'organisation philanthropique pour décider où est-ce qu'on veut investir, mais on essaie de le faire basé sur les données probantes et aussi les experts. Peut-être justement pour parler de données, dans le secteur philanthropique au Canada, selon les plus récents chiffres que l'on a, qui proviennent de Fondation Philanthropique Canada, c'est environ 16%, le plus gros morceau, la part du lion des investissements philanthropiques, tous domaines confondus au Canada, en fait, s'en vont en santé. Ensuite, il y a à peu près 2% seulement qui sont investis en environnement. Donc, c'est minime. Et encore une fois, c'est en environnement, mais souvent de manière plutôt traditionnelle. Donc, on ne se pose pas trop la question à savoir, quels sont les meilleurs leviers d'action, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait avoir le plus d'influence possible. Et vous pouvez vous imaginer que la question santé-climat, c'est encore, c'est pratiquement inexistant. Donc, ce n'est pas une primaire, mais ce qui est intéressant, depuis que nous, on s'est affiché publiquement avec notre programme Santé-Climat, on a plusieurs autres fondations, dont les fondations hospitalières avec lesquelles on communique beaucoup, qui nous approchent, qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut faire, nous aussi, comment est-ce qu'on peut mettre l'épaule à la roue. Donc, on voit déjà cet effet d'entraînement, cet effet de levier-là qui commence à s'opérer sur le terrain, et ça, c'est extrêmement stimulant. Peut-être que je ne prendrai pas tout mon temps, je pense que je fais le tour, mais en fait, je veux vraiment marteler sur l'aspect de l'effet levier, de l'effet d'influence, de l'effet de collaboration puis de partenariat. Comme je le dis, nous, à la Fondation Trottier, on a certaines expertises. Moi, j'ai une formation en environnement, j'ai un doctorat dans le milieu, mais je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un professionnel de la santé. Donc, je suis obligé de me tourner vers les experts et les expertes que vous êtes toutes et tous ici présentes. Et c'est ce qui est stimulant, mais on essaie de ne pas réinventer la roue. On essaie de voir justement comment est-ce qu'on peut amener, faire bouger l'aiguille un peu, comme on dit. Et donc, c'est comme ça qu'on aime beaucoup travailler en partenariat et développer ces projets qui, selon nous, permettent de faire avancer les choses puis d'ouvrir la discussion. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie encore de l'invitation, en fait, Nathalie et Jérôme. Merci tout le monde. On n'a qu'une dizaine de minutes pour vous tous et toutes. Alors, on va y aller le rondement. D'abord, est-ce qu'il y aurait des questions pour Mark Andrew pour commencer? Moi, Jean. Oui. Ah, vas-y. Test. Merci. Ouais, test. Ça marche, oui. Merci beaucoup pour votre présentation et travail exhaustif d'enquête là, sur le déplacement des employés. C'est très important. Moi, je travaille à St. Mary's. On va avoir des pénuries d'employés, puis le fait que les logements soient inabordables sur l'île va faire qu'ils vont être de plus en plus loin, imposer des transports, puis en même temps, on les culpabilise en disant « mais là, vous ne pouvez pas prendre la voiture, il faut prendre le vélo ». Et là, on va avoir un vrai problème de recrutement dans les années qui s'en viennent. Et la question que j'avais pour vous, c'est est-ce que dans votre enquête, j'imagine que vous ne l'aviez pas anticipé là, mais est-ce que dans l'enquête, il y avait certains employés qui avaient manifesté le désir de s'ils pouvaient garder l'ancienneté pour aller dans un autre hôpital plus près de leur logement, ils le feraient? Parce que c'est un petit peu ce qui est actuellement en train d'être envisagé par le gouvernement, de pouvoir quitter un hôpital avec son ancienneté pour aller dans un autre hôpital. Puis là, ça risque quand même de générer quand même une certaine interrogation de la part des employés qui, des fois, depuis 15 ans, passent devant 3 hôpitaux avant de se rendre à leur hôpital, juste parce qu'ils sont comme captifs de cet hôpital. Donc probablement que ça va un peu changer les choses. Est-ce qu'il y avait des employés qui avaient manifesté ça en disant moi, je prends la voiture, mais c'est sûr que si je pouvais travailler à l'hôpital à côté, je le ferais? Ce n'était pas un enjeu qui a été soulevé du tout dans l'enquête. Dans les commentaires qu'on a reçus, c'était beaucoup d'émerveillement que, wow, finalement, on parle de développement durable, de mobilité. C'était beaucoup de commentaires très positifs. Mais avec l'ancienneté qu'on pourrait transporter avec nous si on change d'hôpital, personnellement, je trouve ça bien. Ça va vraiment aider à diminuer les gaz à effet de serre. Oui, ça va poser des défis sur la rétention du personnel. Comme vous avez vu dans nos cartes, il y a beaucoup de personnes assistées de la santé qui n'habitent pas à Laval, mais c'est aussi vrai pour tous les hôpitaux de Montréal. Donc, il y a plein d'enjeux qui sont vraiment liés, puis c'est sûr que la crise du logement, ça n'aide pas non plus. Donc, de forcer que les gens doivent se déménager de plus en plus loin,
pour trouver un logement abordable, c'est un énorme défi sociétal. Donc ça, c'est une vraie réponse de médecin de santé publique, là. mais tout est lié à tout, puis c'est vraiment complexe. Il y avait peut-être Patricia qui voulait poser une question, puis après ça, Jean. Oui. Est-ce que c'est ouvert? Oui. Okay. J'allais juste ajouter aussi que moi, j'habite dans l'est de Montréal, dans Chagrin-Maisonneuve, mais il y a quelque chose de vraiment inspirant que je n'utilise pas. Mais il y a une navette qui part de Boucherville et c'est la navette santé là, qui va à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être élargi, mais que ça soit dédié aux travailleurs de la santé, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut réfléchir, au-delà de parler avec la SCL, les sociétés de transport, des outils comme ça qui sont conçus pour les travailleurs. Je pense que ça peut révéler au gouvernement le potentiel qu'il y a pour le changement. Voilà. Oui, Jean. Vas-y, excuse-moi. Oui. Merci pour la présentation, c'était vraiment fort intéressant. On a parlé plus du déplacement des employés vers leur lieu de travail, mais on voyait aussi que les déplacements professionnels aussi, ça occupait une grosse partie là, des émissions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, c'est quoi, je ne sais pas si vous avez fait une enquête aussi approfondie là, sur les déplacements inter-établissements, le transport adapté, soutien à domicile, marchandises? Oui, en fait, ça tombe bien, on avait une grosse discussion là-dessus hier. Ah. Oui, avec MOBA, les gens de MOBA, puis le directeur des services techniques. Il y a vraiment une grande réflexion à avoir au niveau de comment on peut aider surtout les infirmières, mais les autres professionnels de la santé aussi, qui doivent se déplacer à domicile pour donner des soins. Il y a des solutions qui existent. Il faut juste voir est-ce que ça peut s'adapter dans notre contexte de banlieue. Je sais qu'au CIUS du Centre-Sud, je crois, les infirmières, par exemple, utilisent des vélos pour aller rendre visite à leurs patients, des vélos qui sont fournis par le CIUS. Est-ce que ça pourrait marcher à Laval? Ça serait à voir, mais il y a peut-être d'autres idées qu'on pourrait avoir. On peut penser à une flotte d'automobiles électriques, par exemple, qu'on n'a pas actuellement à Laval. Est-ce que c'est Communauto qui pourrait être un partenaire là-dessus, si jamais il y a quelqu'un de Communauto ici, là? OK? Donc, il faut penser en dehors de la boîte pour justement regarder ça. Un des enjeux, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de postes qui exigeaient dans la description de poste qu'on a un automobile. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup qui n'utilisent même pas leur automobile dans leur quotidien dans leur travail. Donc, c'est toute une réflexion à avoir aussi avec la direction des ressources humaines. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'exiger un automobile pour autant de postes? Puis est-ce qu'on peut mais donner d'autres options, de se déplacer en communauto, de se déplacer en transport en commun pour ces employés qui doivent rendre visite à des patients. Il y a des systèmes d'autopartage aussi là, dans d'autres CIUS là, qui fonctionnent. Jean? Alors, juste pour faire commentaire sur votre question aussi, puis Jérôme, il était actuellement le porte-parole pour ce projet-là. Dans l'ancien CSSS de la Montagne, il y a 15 ans, on a commencé un projet pilote pour les infirmières en soins à domicile avec les vélos électriques. Il y a 15-17 ans maintenant. Puis les infirmières ont pris les vélos puis ont enlevé les batteries parce que c'était trop lourd. Alors, actuellement, ils voulaient rouler avec des vélos simples, plus que des vélos électriques dans le temps. Alors, juste pour dire que des anciennes idées retournent, puis ça va se prendre d'ampleur, je suis certain. Ma question, c'est une question très, très plate. Je m'excuse, Marc. C'est avec la rapidité des changements qu'on a besoin de faire dans le futur. Est-ce que vous avez implanté des façons de refaire vos études rapidement? Parce que effectivement, pour tout le réseau, on fait face à un grand changement avec beaucoup de rapidité, puis beaucoup d'erreurs vont se faire. Alors, il faut attraper nos erreurs avant qu'ils deviennent trop rapides. Ah, bien ça, c'est une question parfaite pour un médecin de santé publique. Donc, non, franchement, là, on adore mesurer les choses. Puis c'est ce que j'ai insisté vraiment beaucoup, pas juste au sein de mon propre éco-CMDP, mais au CDD, de notre CIS de Laval, l'importance de mesurer ce qu'on fait, l'importance d'avoir d'où on part.
Puis j'étais vraiment content d'apprendre qu'avec l'initiative de la Fondation de la famille Trottier, on aurait la possibilité de refaire ce bilan carbone-là pour justement voir comment nos interventions ont fait évoluer notre bilan carbone. Donc, on a hâte d'avoir cette possibilité-là avec SSE de vraiment se remesurer, voir le chemin qu'on a parcouru, espérant qu'on s'est amélioré. Et même sinon, au moins, on sait où est-ce que ça a chopé, puis où est-ce qu'on doit mettre davantage de nos énergies et de nos ressources pour vraiment faire une différence. Avais-tu posé ta question, Patricia, tantôt? Non, tu n'as pas de question? OK, correct. Oui, allez-y. Je pense que ça va être la dernière pour Mark Andrew, puis on va passer aux autres conférenciers. Ma question, en fait, ça va vraiment avec le commentaire de vignette, pas de vignette, de navette, en fait. Moi, je travaille à l'hôpital de Cowansville, puis on est dans un territoire énorme, là, avec le CIUS de l'Estrie qui va, tu sais, toute Granby jusqu'à Sutton, bref. Puis on n'est pas dans un milieu où penser transport en commun, ça va être vraiment facile, là. Donc, j'essaie de penser à plein de manières. Puis mon commentaire, c'est une question, mais aussi pour inspirer peut-être des personnes qui ne travaillent pas dans les centres urbains. Mais tantôt, on a discuté de peut-être avoir plus de places de vignettes stationnement pour du covoiturage, puis les mettre en priorité comme en VIP. On a parlé de navettes, puis je me demandais, ma question en fait, c'est est-ce que ça serait le rôle de la municipalité ou plutôt le rôle du CIUS d'offrir un transport collectif en partenariat avec les municipalités certainement, mais nous, on oblige nos patients de Bedford, de partout, vraiment très loin déjà du centre de Cowansville, à aller à Sherbrooke parce qu'il y a un gouvernement qui a décidé de centraliser puis de délocaliser les tests. Puis, ça se base, dans le fond, sur le bien vouloir du patient, de trouver un lift, d'aller à Sherbrooke, mais il me semble que c'est une responsabilité du CIUS, avec ces choix-là, de fournir une navette. Fait que, je pense à des navettes entre les CLSC jusqu'au centre local, mais aussi du centre local jusqu'au centre tertiaire, par exemple, puis qui se crée vraiment un programme de circulation, mobilité durable de par le CIUS, pas attendre que ça devienne de la municipalité. Tout à fait. La réalité à Laval ou à Montréal est très différente qu'en région. Avec les distances à parcourir, l'absence de transport en commun efficace dans les petites municipalités, c'est des enjeux il va falloir trouver des solutions. Mais en faisant ces initiatives de bilan carbone, de plan de gestion de déplacement, on est capable de vraiment parler à des experts pour nous aider. Parce que dans le système de santé, on n'est pas nécessairement expert là-dedans. Donc, mais c'est d'aller chercher cette expertise pour trouver des bonnes solutions, de s'inspirer chacun d'autre, puis c'est des colloques comme celle-ci qui pourraient nous aider vraiment à se réseauter puis à partager les bonnes nouvelles. Patricia, elle a une petite question, un petit commentaire. C'est petit, en tout cas. Un petit commentaire. Effectivement, je pense qu'il y a un potentiel. Par exemple, la navette, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais certainement, il y a quelque chose à faire pour la rentabiliser, par exemple, pour que les patients puissent l'utiliser, le grand public. Puis à ce moment-là aussi, plus il y a de monde dans les autobus, plus ça entraîne les gens. Il faut tourner dans ce sens-là. Puis par ailleurs, je vous invite à regarder le dernier gala de Trajectoire Québec, montre des initiatives, puis ça peut vous aider à sortir de la boîte aussi, mais on parle d'Estrie ici, mais en Gaspésie, en fait, ils ont des initiatives qui ont été primées justement l'automne dernier parce que le territoire, tout à l'heure on parlait des vélos, là, il y a des choses qui sont comme un retour en arrière, qui sont très innovants aussi, qui sont très communautaires, qui font du lien social, du sens pour les gens. Puis certainement, ce n'est pas quelque chose que ni les CIUS, ni les sociétés de transport, ni les villes peuvent résoudre toutes seules. Il faut qu'elles le pensent ensemble. Puis vous avez un capital social qui est important pour leur montrer que c'est vraiment le temps qu'ils fassent ce mouvement-là.
On va... Oui, bien, c'est parce qu'on est déjà un petit peu en retard. On va peut-être continuer. Moi, les questions pour Marie-Joëlle Chrétien, c'est plus fort que moi. J'en ai une qui me brûle. Comment vous avez fait pour convaincre vos administrations de déminéraliser vos stationnements puis de mettre des arbres? Ça a l'air tellement simple, tellement important, mais c'est tellement compliqué. Là, fait que donnez-nous vos solutions. Honnêtement, on n'a pas eu à faire grand-chose parce ouais. que d'entrée de jeu, je mentionnais, mais c'est rare, là. C'est rare qu'on n'a pas à faire grand-chose. Dans le cadre de ce projet-là précisément, tout à l'heure, là, d'entrée de jeu, je parlais de l'éclairage. Je pense qu'il y avait une intention à la base de s'attaquer à l'éclairage dans le stationnement et il y avait un besoin aussi de faire une réflexion. Donc, il y avait déjà une volonté de réaménager le stationnement. Et dans cette foulée-là, ben, on a profité de cette occasion-là pour, Ça a été opportuniste. tant qu'à y être, s'attaquer aux îlots de chaleur. Ouais. Ça montre. Effectivement, le timing est important des fois. Est-ce que je peux faire du bon là-dessus? Vas-y. Bien, c'est super important. Puis je pense que ça revient à ce que M. Thorpe disait entrée de jeu tout à l'heure, la force des réseaux, puis la force de dire, voici, si dans le cas Silicius de l'Est, voilà, merci, ça a été possible, comment est-ce qu'on peut le faire ailleurs? Comment est-ce qu'on peut faire cet effet d'entraînement puis d'aller chercher différents joueurs? Donc, je me fais du pouce là-dessus parce que je sais que dans notre approche à la Fondation familiale Trottier, on mise beaucoup, beaucoup là-dessus pour créer cet effet d'entraînement-là, essayer de faire valoir ces bons coups-là, de les mettre de l'avant puis de taper sur le clou. Oui, Stéphanie. Oui, bonjour. Moi, c'est juste un commentaire, en fait. C'est quand vous disiez tantôt que c'est difficile de mettre des chiffres sur les potagers urbains. Là. Il existe quand même une littérature médicale là, qui démontre le bienfait des potagers urbains. Nous, on en a dans les CHSLD à Laval. Je n'ai pas les chiffres en main, mais les infirmières vont nous rapporter qu'ils donnent moins de PRN, de la médication pour l'agitation aux usagers pendant cette période-là. Donc, il existe la littérature, puis il y aurait moyen de faire encore une plus grande littérature à savoir, dans tel CHSLD où est-ce qu'il y a des potagers urbains versus tel CHSLD, quelle quantité d'antipsychotiques on a réduit. Donc, il y a vraiment moyen de mesurer des choses. Là. Fait que c'était juste c'est tout commentaire. Le care farming, là, c'est incroyable. Prescription santé. Marie Duchesne du CIS du Bas-Saint-Laurent. C'est aussi pour Madame Chrétien. Vous avez nommé, il y a plusieurs bailleurs de fonds. Donc, oui, on voit qu'il y a Fondation ici, Trottier, qui est présente. Mais est-ce qu'on a d'autres idées de fondations qui peuvent participer au verdissement? Dans le cadre de nos projets, c'est assez varié. Par exemple, pour le stationnement dans le CHSLD Charbonneau, il a été question du projet ILO du Conseil régional de l'environnement qui a été derrière le financement. Sinon, la Ville de Montréal, il y a une part de la Sauverdi aussi qui est derrière ça, qui, elle, de son côté, va chercher des sources de financement très variées. Mais oui, en effet, il y a aussi la possibilité de se retourner vers les fondations de chacune des installations. Je sais que chez nous, chacun de nos hôpitaux a une fondation, donc ça reste une opportunité. Mais de regarder autour, les organisations comme les conseils régionaux de l'environnement sont souvent des sources de financement potentielles. Merci. On va se donner encore peut-être 5 minutes. En fait, vous pouvez poser les questions à tout le monde. Là, on a un petit peu de retard, mais comme c'est bien intéressant. Bonjour. Donc, effectivement, ma question est encore pour toi. En fait, on a parlé justement de déminéraliser. Est-ce que, souvent nos places de stationnement sont hyper limitées, nos stationnements sont tout le temps full. On cherche des places de stationnement. Donc, en faisant cette démarche-là, j'imagine que vous avez perdu certaines places de stationnement. Comment les employés ont réagi par rapport à cette démarche-là? Parce que je pense que ça peut être un frein aussi d'effectuer cette démarche-là. Ça, c'est ma première question. La deuxième, vous aviez parlé des ateliers d'agriculture urbaine. Je me demandais si vous aviez fait affaire avec des organismes quelconques pour donner ces ateliers-là ou si c'était simplement des membres là, qui désiraient ou qui avaient cette connaissance-là pour donner ces ateliers-là. Puis, par rapport à la plantation, je m'excuse, je sais pas. Par rapport à la plantation d'arbres, dans le fond, moi, je l'avais apporté dans ma région, puis on a eu comme commentaire que les arbres qui avaient été plantés, il y en a beaucoup qui sont morts. Donc, oui, on essaie de diminuer notre empreinte carbone, mais il se passe ça. Donc, est-ce que,
comment que vous faites pour que ça fonctionne puis que ce projet-là perdure dans le temps. Merci. Je vais essayer de faire ça vite. Pour les cases de stationnement, étonnamment, on n'en a pas perdu tant que ça dans le cadre du projet que j'ai présenté. Par contre, dans des réflexions de stationnement qu'on a à faire ultérieurement, il existe de la réglementation municipale qui force un pourcentage de canopée à terme, là, quand les arbres auront une certaine maturité, qui est de 40 %. Et avec ces nouvelles réglementations-là, ça force nécessairement d'en perdre des cases de stationnement. Nos équipes en stationnement sont très irritées par le sujet, mais il faut s'y conformer. Donc, ça fait partie de la nouvelle réalité et c'est comme ça. Donc, je n'ai pas de témoignage en ce sens-là, à part de travailler de concert avec nos équipes en stationnement qui se voient un peu, c'est ça, contraints de s'y conformer. Mais dans le cadre du stationnement au CHSLD Charbonneau, on n'a pas perdu de case de stationnement. On a juste restructuré le stationnement, on l'a optimisé au final. Pour ce qui est de la question sur l'agriculture urbaine, c'est l'écoquartier de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui nous aide dans le cadre de ce projet-là, qui est IAM. Il y a quelqu'un à l'autre bord du mur. C'est l'organisme d'économie sociale derrière le projet. C'est un partenariat win-win dans notre cas. Et pour la dernière question, c'était... Les arbres morts. Les arbres, oui. Ben, en fait... La Severdi a un taux de rentabilité de 95 % de survie de leurs arbres. Je parle de la Severdi parce qu'on fait affaire avec elle à 100 %. Et dans le cadre de leur programme Clé en main, il y a un 2 ans de service d'entretien qui vient à la suite de la plantation. Donc, c'est certain que ce suivi serré-là, à la suite de la plantation, assure 95 % de la survie des espèces. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Mais en effet, là, par exemple, je reviens au cas du stationnement. Sur 63 arbres, c'est 2 arbres qui n'ont pas survécu finalement, mais ils vont être remplacés par l'équipe en verdissement. Donc. On avait la même inquiétude à Laval. Il y a plusieurs années, on avait planté des arbres fruitiers. Puis là, on s'apprête à en planter beaucoup plus dans les prochains mois. Puis, pour faire face à cette question-là d'arbres morts, on a décidé d'inclure dans l'appel d'offres pour l'entretien des terrains le fait d'entretenir aussi tous les arbres et arbustes qui ont été plantés. Donc, de bien s'en occuper, puis ça fait partie de l'appel d'offres pour que la compagnie qui coupe le gazon s'occupe aussi de tout ce qui a été planté. On va avoir 2 dernières questions. Oui, bonjour, je suis Marcel Hollande, médecin au Centre hospitalier de McGill. C'est une question pour tout le monde, en fait. En sachant que le secteur de production d'aliments, c'est le 5e plus gros producteur d'émissions de gaz à effet de serre. Et la plupart de ces émissions-là viennent de la production de produits d'origine animale. Est-ce qu'il y a eu des initiatives pour réduire notre dépendance aux produits animaux d'origine animale dans les centres hospitaliers aussi? On met beaucoup de pression. C'est quelque chose que je sais que moi et mes collègues à l'EcoCNDP, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Parce que ce n'est pas juste une question de santé planétaire, parce que c'est absolument vrai. La viande est responsable pour une quantité énorme de gaz à effet de serre. Lorsqu'on a fait notre bilan carbone, la partie alimentation attribuée à notre bilan carbone, il y avait un gros pourcentage. Merci. Tu vas en parler tantôt? OK, parfait. Je ne volerai pas le punch, là. Eva, vous allez nous en parler plus tantôt. Mais il y a aussi des énormes bénéfices à la santé de manger beaucoup moins de viande ou pas du tout. On sait qu'il y a beaucoup moins de maladies cardiaques, beaucoup moins de cancers. Une santé mentale bien meilleure lorsqu'on a une diète végétarienne. Donc, du point de vue médical, on essaie de faire un plaidoyer énorme auprès de nos services alimentaires. On va en entendre parler tantôt, mais ce n'est pas gagné d'avance. Je vais faire un commentaire. Premièrement, mon nom est Bernard. C'est bizarre parce que il y a 40 ans, je travaillais infirmier à l'hôpital Saint-Luc. Probablement là, en quelque part. Un peu weird. Alors, on a bâti ça avec sûrement un gros impact sur la gestion des GES. On a fait beaucoup de nouveaux hôpitaux au Québec. On a encore beaucoup à faire. On est probablement une des rares places au monde où on a des hôpitaux biodégradables.
On a juste à penser à Maisonneuve-Rosemont qui tombe en morceaux. C'est comme... c'est peut-être biodégradable. Ceci dit, j'ai un commentaire et une question. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Je suis aussi impliqué dans le monde du vélo. Si vous voulez des vélos dans vos hôpitaux, là, arrêtez de mettre des racks à bicycle à 50$. Ça vaut 4000$ un vélo électrique pour ça rendre à l'hôpital. Même les infirmières qui sont à service à domicile, travailler avec un vélo électrique, c'est pas la panacée, là. C'est vraiment lourd, puis ça en prend un bon. Puis si tu arrives avec un vélo comme ça à l'hôpital, puis que tu mets ça sur un rack à bicycle, ça se peut que je décide de prendre mon char. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, je pense qu'on a très peu entendu parler, puis peut-être cet après-midi, on va en entendre parler, puis moi, ça me déçoit un peu, mais les fournisseurs ont un rôle clé à jouer dans votre capacité en tant hôpitaux, de diminuer votre empreinte de GES, puis de diminuer la gestion de vos vidanges. C'est incroyable dans les hôpitaux. Moi, je suis directement impliqué dans les pharmacies et le taux de réceptivité est nul parce que ça coûte 1 cent plus cher, ça coûte 2 cents plus cher. En ce moment, dans les groupes d'achat au Québec, on va chercher et on achète nos pilules d'une compagnie indienne. Il y en a qui se font ici, mais on les achète d'une compagnie indienne parce que ça revient comme 1 cent de moins le comprimé. Alors, je pense qu'en quelque part, il y a une prise de conscience qu'il faut qu'il se fasse de tout le monde. Et il faut qu'on arrête de toujours essayer de couper une scène en 4. C'est trop important ce qui se passe en ce moment. Puis j'espère qu'il va y avoir un plan qui va se développer sur des étapes, à savoir qu'est-ce qu'on fait comme vite, puis demain matin, parce que ça presse, puis qu'est-ce qu'on va faire dans 1 an. Puis je suis d'accord avec les jardins, je suis d'accord avec les arbres, tout ça. En ce moment, il y a des arbres qui brûlent en Abitibi, puis moi, je peux vous dire que j'ai la chance de couvrir les hôpitaux coast to coast, d'un bout à l'autre du Canada. Puis les gens qui sont en région, là, c'est pas drôle, on vide des villages au complet. Fait qu'il y a des actions qui doivent être prises comme là, puis je pense qu'il faut focuser là-dessus. Merci. Mais je vais me permettre juste un petit commentaire. Il y a quand même des pharmacies qui sont plus vertes, puis il y a des pharmaciens et des pharmaciennes dans les hôpitaux qui sont très, très impliqués quand même là, pour essayer d'avoir une meilleure performance. Ce n'est peut-être pas l'ensemble, mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Je pense que c'est important de souligner. Je pense qu'on va procéder parce que là, on recommence à 13h30. Fait que rapidement, je vais vous dire quelques petits mots. Bon, d'abord, merci à Stryker qui est partenaire du dîner. Vous allez ramasser vos Pokéballs au premier étage et ensuite vous montez au deuxième pour manger votre dîner. Il y a des tables au premier ou au deuxième. Alors, on rappelle que le CHUM prend un virage 100% réutilisable. Donc, la vaisselle, sortez pas dehors avec. Là, on vous demande de garder la vaisselle et de la rapporter au bon endroit. Il y a du ramassage, du compostage au deuxième étage. Donc, à 1h30, on revient pour les ateliers qui seront au troisième étage. 1h30, c'est ça. Puis, on revient ici, tout le monde, à 15h35. Pardon? Tu as un mot pour la fin? Ah, oui. OK. Sarah aurait un petit mot, vas-y. Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps. Juste une petite observation de fin. Après avoir écouté un peu tout le monde ce matin, il y a quelque chose qui revient quand même régulièrement. Je l'observe et ce n'est pas nécessairement directement en lien avec ma présentation. Mais tout à l'heure, quelqu'un posait la question de comment convaincre l'administration, etc. Puis là, on parle de transport actif, amélioration de la qualité de vie des patients, on voit l'amélioration de la qualité de vie des employés, on voit l'alimentation. Et donc là, tout ce qu'on voit aussi, c'est des co-bénéfices. Et comme si on arrive peut-être à changer le langage de oui, bon, l'environnement, peut-être que directement, ça ne vous intéresse pas directement, mais avez-vous pensé à la santé directe des patients par rapport à ce qu'ils mangent, par rapport à comment ils se déplacent, etc. Simplement observer que ça, c'est revenu beaucoup ce matin et qu'il y a à méditer, qu'il y a beaucoup à penser là-dessus. Merci, bon appétit tout le monde. Merci.